Il s'agit de pognon, petit. Le reste, c'est du bavardage. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours à Berlin en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fouad, heureux de te retrouver pour un épisode qui est, disons, particulier puisqu'on va l'intituler Bitcoin versus immobilier. Ancien monde contre nouveau monde. C'est ce qu'on peut notamment entendre lorsqu'on parle d'investissement et c'est quelque chose de très commun à l'investissement, c'est que on se retrouve souvent dans une position d'opposition au lieu de se trouver dans une position d'accumulation. Les méthodes d'enrichissement, on les cumule, on ne les oppose pas. Par exemple, on parle d'ancien monde versus le nouveau monde, on parle de bourse versus immobilier, et y compris au sein d'une même classe d'investissement, on va opposer les méthodes d'enrichissement. On en avait parlé sur le marchand de biens versus locatif, locatif versus professionnel. On ne cesse d'opposer. On oppose même les modes d'exploitation. La coloc, c'est mieux que la location courte durée, c'est mieux que la location nue, c'est mieux que le meublé étudiant, c'est mieux que ceci, cela. Or, selon moi, le vrai capitaliste n'est pas dogmatique. Il cumule les moyens d'enrichissement. Et je vais commencer par une anecdote qui donne la puissance de l'immobilier au sein du levier, mais qui oblige en quelque sorte à raisonner ce qu'on appelle en rendement des capitaux propres. Alors avant que vous endormiez sur quelque chose de comptable, ne vous inquiétez pas, on va l'expliquer d'une manière très simple. Et c'est une anecdote qui revient suite à la vente d'un groupe de sociétés qui avait été acquis 210 millions d'euros et revendu 330 millions d'euros, allez, à 28 mois, on va dire 24 mois pour faire simple. Et je te rassure, ce n'était pas moi. Je ne fais pas une Hakim Benotman, j'étais juste salarié du fonds qui avait fait cette opération. Et j'avais dit à mon employeur sur la route de l'aéroport, la performance est quand même exceptionnelle, puisque ça fait du 25% de rendement sur 200 millions, c'est quand même relativement beau. Tu es d'accord avec moi, Fouad ? Même si on te proposait ça sur 1 million d'euros, tu serais largement content. Il a acheté 210, il 210, a revendu 330. Ouais. Alors, ça fait combien t'as dit ? 25% Annuel, en annualisant. Ah, ok. En annualisant. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on parle d'un rendement, on l'annualise. Alors, c'est hyper important. Et on en avait parlé sur Invest Dubai. Voilà, sur une discussion, parce qu'en fait, les fonds étaient consignés plutôt dans les, de mémoire, 18 mois et pas 12. Donc, effectivement, ton taux annuel moyen, il baisse. Exactement. Et c'est hyper important parce que... Là, le rendement était 50%, mais sur 2 ans. Donc, tu divises en annuel. On parle en annuel, l'unité de mesure. Ouais, c'est très pertinent de raisonner en annuel. Et mon boss, du haut de ses 80 ans, me répond, est-ce que tu as eu ton diplôme de finance ou pas ? Ou tu ne sais juste pas calculer ? Et je me souviens, tu sais, c'est quand même dur parce que tu as l'impression d'avoir dit une connerie, mais tu es persuadé d'avoir bien fait le calcul. Moi, dans ma tête, j'essaie de vouloir préparer la justification de la réponse. Je dis, bon, il y a 120 millions il y a 120 millions de plus-value. On enlève la charge d'intérêt, qui n'est pas ridicule sur de telles sommes. On divise par la durée et on arrive à ça. Et là, je me souviendrai tout le temps, quand j'étais en train de justifier le calcul, tu sais, c'est un peu comme le prof de maths qui te regarde et qui, en fait, tu sens que tu arrives au bon résultat, mais ta justification, elle est mauvaise. Tu n'as pas la bonne méthode. Et je le voyais dans son regard que c'était pas bon. Et j'étais là, tu vois, ça me rendait même hésitant. Et il me précise, à ce moment-là, ton calcul, il serait précis si j'avais mis 200 millions de ma poche pour l'acquisition. Or, tu connais la structuration du plan de financement sur cette opération et tu connais l'apport en equity. C'est un apport en equity puisque c'est donc un apport comme dans un bien immobilier, sauf que là, c'était dans une entreprise. Il n'était que de 5 millions effectifs. 10 millions sur le papier, 5 millions effectifs. Et les 120 millions de marge, bon, une fois que les intérêts, tu les as payés sur 2 ans, c'est... Les frais financiers.
c'est quasiment 35 millions sur une somme comme ça, sur 2 ans, 18 millions par an, à peu près, plus les frais d'intermédiaire, de banquier d'affaires et compagnie. Bon, il te reste 80. Et c'était du net d'impôt en plus, parce que c'était une revente de titres de société et les parts étaient détenues dans ce qu'on appelle une BV exempt, c'est une holding de droit néerlandais. Et c'est là qui m'a appris, et c'est là que j'ai compris le rendement, comment on peut l'appeler, du capital. Il ne faut pas parler de l'opération globale, il faut parler de ce que toi tu as immobilisé. Généralement, les gens ils vont se dire ok, si j'achète un immeuble de 1 million d'euros, il va me ramener 10% par an. Si je mets ça sur du S&P 500, ça va me faire 12% et en plus, je ne m'emmerderai pas. C'est comme ça qu'ils raisonnent. C'est comme ça que la plupart des gens raisonnent. Et je vais te poser une question. Je ne sais pas si tu as la définition rigoureuse de l'effet de levier. Est-ce que tu connais la différence entre le levier? En fait, je me suis aperçu, tu sais que j'aime faire en fait des observations socio-économiques. Les gens confondent le levier et l'effet de levier. Le levier bancaire, ça va être l'utilisation d'argent prêté par les banques, suivant un processus de création monétaire, souvent ex nihilo. Quelle est la définition très rigoureuse de l'effet de levier à ton avis? Et c'est pas une question piège, c'est simplement... Non, mais je pense que tu vas en parler d'un point de vue... la définition comptable. Rigoureuse. C'est... économique, je dirais. Je te parle pas de la formule de calcul, mais intuitivement. Ça va être... je vais dire que c'est le mécanisme par lequel l'emploi d'une ressource portant une charge fixe, plus simple que ça. J'aime la précision, permet d'accroître l'excédent revenant aux apporteurs de capitaux propres. C'est un peu ça, mais c'est plus simple. L'effet de levier, en fait, c'est un mécanisme qui permet d'amplifier le rendement sur fonds propres en utilisant de la dette. Je t'ai demandé si tu voulais que je le donne d'un point de vue comptable. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette définition. Le ROE. Return on Equity. Ouais, cette définition qui est hyper importante parce que dans ce que tu dis, en fait, les gens ont oublié la définition même de l'effet de levier et la notion que tu soulèves qui est très importante, la notion de fonds propres. Et il y a une autre notion qui est hyper importante qui est une partie du titre de ce podcast qui est le capital. Et en fait, les gens raisonnent rarement sur rendement ou rentabilité sur capitaux propres. Les gens vont plutôt regarder ce que tu disais tout à l'heure. Facial. Voilà, et le rendement, c'est tout. Et ça, c'est très important. Et également se pose la deuxième question lorsqu'on parle crypto, lorsqu'on parle d'investissement. Et on en parlera dans un prochain podcast qui sera peut-être le premier podcast vidéo que nous ferions ensemble, qui va porter sur l'arnaque des intérêts composés. Parce que là, on va tomber sur une distinction, et une distinction capitale qui consiste entre obtenir versus gérer 10 millions d'euros. C'est-à-dire les méthodes pour créer 10 millions de patrimoine ne sont peut-être pas les méthodes que tu utiliseras lorsque tu auras 10 millions de patrimoine. Tout à fait. Et moi, j'aime bien dire, la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as 10 millions d'actifs nets, oui ou non? Si la réponse, elle est non, il va falloir les bâtir. Et donc, utiliser l'outil... N'oublie pas que pour certains, c'est une formalité mécanique ou administrative. Oui, mais on en reparlera 7 ans après. On en reparlera en 2032. Voir si, puisque c'est mécanique, on n'a pas besoin de se donner rendez-vous dans 10 ans sur la place des marges des grands hommes. Rendez-vous dans 10 ans. Et toi, Mahmoud, qu'est-ce que tu fais en prison? C'est une blague dans une scène de Jamel Debbouze. Dans 10 ans, mes amis, ils étaient tous en prison. Il va falloir le bâtir. Et je parlais d'anciens et de nouveaux mondes. Et tu sais, on nous a souvent bassiné. Le plus dur, c'est le premier million. Le deuxième est d'une facilité. Et je pense que ça a été transposé sous une forme d'anomalie, d'accord, où on se dit, tiens, j'ai fait 1 million, donc je ferai 10 millions et ça sera automatique. Parce que si j'ai réussi... excuse-moi de t'interrompre, mais tu vois, vraiment pour rebondir ce que tu disais sur... C'est le but. Non, voilà, moi j'aime beaucoup quand c'est contradictoire ou complémentaire. Tu sais, c'est la notion que j'avais introduite sur
la linéarisation De l'objectif. voilà, ou des résultats passés comme si c'était un long fleuve tranquille, prévisible, sans aucun choc externe ou interne. Signe noir. Voilà, signe noir, aucune faille peut-être individuelle, et notamment en termes de cryptologie, crypto-monnaie, pardon. Oui, c'est pas la même chose. Ah, c'est la même chose, c'est la technique qu'il y a derrière la crypto-monnaie, la La cryptologie. cryptologie, c'est pas T'as la crypto de Superman, tu vois. C'est, en la fait, ça- kryptonite. la kryptonite. C'est d'ailleurs, certains devraient la percevoir comme de la kryptonite, justement, et s'en éloigner. Mais qu'est-ce que je disais déjà? La linéarité de... Voilà, les gens partent du principe que ça fait 100% par an, ça va faire 100% par an les 1000 prochaines années. Alors, ça, c'est... tu vois, pour revenir sur cette anomalie, c'est que dans le business physique, on t'expliquait que si tu as fait 1 million, il était plus simple de faire 10 millions. Et que la phase de 0 à 1 était plus difficile que de 1 à 10. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut l'opposer avec le business en ligne aujourd'hui, où 1 million ne veut plus rien dire strictement. Parce que sur un business Dans physique quel de sens? je vais le développer. Ah, ok, d'accord. Sur un business physique, quand tu partais de rien, que tu devais le monter, ta phase d'apprentissage pour passer de 0 à 1 était tellement énorme. Tu avais tellement de Acquis de compétences. acquis de compétences, de remise en question, de rappel de la réalité. Tu vois, t'avais le temps de te taper 3 là, contrôles fiscaux. Là, t'es dans le dur. T'étais vraiment dans le dur. T'étais obligé d'utiliser les outils, que ce soit la dette, la structuration, t'intéresser à d'autres choses et te professionnaliser. Ton rapport avec la banque. Le rapport avec la banque, ouais, je le mets dans la dette, l'utilisation de la dette. Tout à fait. C'est que la phase d'apprentissage était tellement grosse qu'ensuite c'était une phase de, on pourrait utiliser un terme de mise à l'échelle ou de scaling pour utiliser les deux termes. Sur le business en ligne actuel, le premier million, il est relativement simple. Même aujourd'hui. Oui. Pour quelqu'un qui... Tu sais, on a parlé avec quelqu'un... Quand tu écoutes Carteni, tu as vu ce qu'il disait sur sa vidéo, là, quand tu avais fait le truc. Les entrées ont fondu comme neige au soleil pour constituer le million d'euros. Alors, le million de CA, alors tu vois, la remarque, là, c'est hyper intéressant quand on rentre dans le détail, qui est un peu notre spécialité. On parle du million de CA ou du million de capital? Mais disons, vu que les gens parlent de millions en CA... Non, mais moi, je ne parle pas de millions en CA, ça ne veut rien dire. En EBE, excédent brut d'exploitation. Alors moi, je parle en résultat net. En résultat net. Donc, c'est encore une strate en dessous. Ouais, c'est il y a un filtre, il y a un petit filtre entre les deux qui s'appelle... l'imposition. Voilà. Ouais. Et même s'il y en a qui ont pris l'habitude de faire péter la TVA. La TVA n'apparaît pas dans un résultat comptable, les je chiffres sais, c'est sont hors taxe. Oui, mais certains font disparaître la TVA et l'IS. Mais bon, ça, c'est libre à eux. En fait, c'est tellement facile d'atteindre 1 million de CA en partant de zéro. Ça peut être fait quelquefois en même moins d'1 an. Oui. C'est que l'ego, il prend le dessus. Il n'y a pas de phase d'apprentissage sur la structuration, sur la concentration, parce que tu te laisses croire que les 10 millions seront un mécanisme automatique. C'est-à-dire que tu ne changes pas ta façon de faire, tu te dis c'est bon, là ça m'a fait ça, je vais rester sur ça et je vais rester sur cette linéarité. C'est également pour ça que les gens parlent en mensuel. Ils restent sur une linéarité, ils espèrent une linéarité d'un CDI. Et ce qui est pire. Ce qui est pire. Parce que ce qui est mensuel est beaucoup moins linéaire, quelque part. Alors, ce qui est annuel est moins linéaire. Ou est-ce qu'on peut dire que ce qui est mensuel, plutôt, est moins linéaire que ce qui est annuel? Parce qu'en fait, plus tu raccourcis l'horizon temporel, plus il y a des risques de variation sur le long terme. Exactement. Et j'aimerais dire que, tu vois, ces compétences que tu n'auras pas, c'est un peu comme en matière de compétences entre faire de l'argent et conserver son argent, qui est un peu le livre de Morgan Housel. Les outils que tu vas utiliser pour créer 10 millions de capital, ce n'est pas les mêmes outils que tu utiliseras pour placer 10 millions de capital. À titre d'exemple, et on avait eu la discussion avec Arnaud sur ça. Si demain je gagne 10 millions au loto, je ne mettrai pas 10 millions en immobilier français. Je prendrai peut-être 1 à 2 pour aller chercher un peu de levier sur de l'extra patrimonial, où il y aura toujours une demande,
Hauts-de-Provence, Pays Basque, Paris, Normandie, Megève. Moi, j'aime bien la montagne l'été. le Touquet. Le Touquet, pas particulièrement. Non, mais je veux dire, c'est des zones à 10 000 Voilà. euros du mètre carré. Voilà, pour aller chercher ça, Cannes, Côte d'Azur, Saint-Tropez, j'irai sur ça. Chose que je ne ferai pas pour constituer un capital. Je ne pourrais pas supporter l'effort. Et je ne pourrais pas me faire financer. Ouais, tu fais une différence qui est fondamentale. L'allocation du capital, elle dépend où tu en es dans ton processus d'enrichissement. Si tu es déjà à l'optimalité, tu vas gagner. Alors là, tu as dit gagner au loto. Bon, on va dire, tu as tes 10 millions. Là, tu peux te dire, bon, je vais procéder à une autre allocation du capital pour conserver mon capital. Et pour le gérer de manière plus optimale, Tout avec à fait. moins de temps. Je n'ai pas envie de gérer des immeubles, même si tout peut être délégué. Mais c'est totalement différent en phase croissante de constitution du capital. Exactement, c'est deux outils différents. Et c'est deux choses d'investissement. Je dirais que c'est deux stratégies différentes, en fait. Et dans une phase de création de capital, on attend souvent la diversification. Il faut diversifier. On cite souvent Warren Buffett. Ouais. La diversification est l'arme de protection contre l'ignorance. C'est-à-dire que si tu es très bon dans un endroit, il faut y aller à fond. Il faut mettre tout son énergie. Pour moi, c'est un peu du saupoudrage, la diversification, quand ton capital n'est pas suffisamment élevé d'abord. Exactement. Mais pour une phase de création, c'est indispensable. Alors, si je peux partager mon expérience personnelle, 100% de mes actifs sont en immobilier. Mais diversification, zéro. Est-ce que dans 15 ans, ils le seront ? Je pense qu'il y aura une diversification. J'y pense quel déjà, niveau ? Mais pas à ce niveau-là. Je pense qu'on sera peut-être sur du, je sais pas moi, un tiers. Un tiers ? Ouais, ou un quart. En fait, ça dépend aussi du levier. Exactement. Et c'est là qu'il va falloir raisonner en rendement des fonds propres. Parce qu'au début, tes fonds ne sont pas illimités. Actuellement, au moment où j'enregistre ce podcast, le Bitcoin il est à 101 000 € ou 118 000 $. Car le dollar a bien baissé, on l'a évoqué également, tu en as profité sur Dubaï et sur Bali. Et sur Bali. Ça fait une belle décote. Sur les 5 dernières années, sa croissance a été de 1116%. Pour faire simple, il était à 9 700 $ en juillet 2020, il est à 118 000 $ en juillet 2025, sur 5 ans, sur un cycle important. C'est-à-dire que si tu avais mis 10 000 € sur le Bitcoin en juillet 2020, tu aurais à peu près 107 000 € aujourd'hui, ce qui est une putain de performance. Bien sûr. Et ça commence à être intéressant si tu mets 1 million, parce que tu as la profondeur de marché dessus. Et il y a quelque chose à tenir compte, et on en avait parlé avec la personne, il faut être suffisamment dogmatique pour tenir sa position. Demain, quelque chose qui fait plus 30, plus 40, plus 50%, comme le disait, je ne sais pas quelle grande famille disait ça, une grande famille très riche, qui disait « on est devenu bien trop riche en vendant bien trop tôt ». Donc, le fait de tenir psychologiquement impose que tu sois dogmatique sur la position de la crypto. En matière d'investissement immobilier, soyons honnêtes, jamais un immeuble que tu achètes 1 million € serait passé à 10 millions € en 5 ans. Même à Dubaï, où vraiment tu aurais eu le coup, mais tu n'aurais pas pu le reproduire. Tu es d'accord avec moi, Fouad, sur ça ou pas ? En combien de temps ? En 5 ans. C'est chaud. C'est très difficile. Fois 10, non, j'y crois pas. Donc, c'est vrai, là, c'est quelqu'un, Nouveau Monde, peut nous dire, tu vois, tu l'as prouvé toi-même. Ça a bien été fait, c'est factuellement fait. Et toi, ton immobilier, il a fait quoi ? Peut-être plus 10-15%. Et tu me parles que l'immobilier est l'avenir. Cependant, en immobilier, tu te fais financer à 110% du moins en France. C'est-à-dire sans mettre d'argent. Si tu as les bonnes stratégies, et 1 million €, c'est une formalité. On ne va pas parler de quand tu es bien structuré. Quand tu es bien structuré, moi, je n'aime pas prendre nos exemples qui peuvent être du biais du survivant. Moi, j'aime bien prendre des exemples que j'ai sur Patrimoine Exponentiel qui sont des membres qui ont rejoint. Ça se lève entre 3 et 6 mois. J'ai quasiment toutes les semaines des clients qui font tomber des offres à 1 million €. Voilà. Des offres de prêt. Et ils en font plusieurs dans l'année.
Donc, c'est pas quelque chose, ça peut paraître un gros chiffre, mais pour les gens bien structurés. D'ailleurs, petit moment publicité, si tu veux déposer ta candidature à Patrimoine Exponentiel ou réserver un audit stratégique avec Fouad, tu as les liens dans la description du podcast et dans le commentaire mis en avant. Mais disons, pour revenir sur notre exemple immobilier, à 1 million d'euros, tu te fais financer à 107%, donc tu mets 10 000 euros. C'est 10 000 euros que tu aurais mis sur le Bitcoin. Tu achètes un bien qui s'autofinance. On n'est même pas sur du 15% de rendement. On est à l'autofinancement, donc l'immeuble qui sort 0 € de cash flow. Donc pas un truc qui est excitant. Quelque chose que si on viendrait te proposer, tu dirais non, mais je ne veux pas faire cet investissement. En 5 ans, si tu le revends au même prix, donc tu le revends, tu l'achètes en 2020, tu l'achètes en 2020, tu le revends en 2025, il n'y a aucune plus-value, tu le revends le même prix que tu l'as acheté. Mais tu as mis 200 000 euros de côté. C'est-à-dire que tu as fait 2 fois plus que la crypto sur sa phase la plus exponentielle. Qu'est-ce que tu en penses, Fouad? Comme dirait l'autre, je n'en pense rien, c'est remarquable. Ah, j'aime. Donc la rentabilité du capital de l'immobilier est 2 fois supérieure à la crypto sur sa phase de croissance la plus exponentielle. Je vais juste compléter ton propos. Merci. Sur un apport nul, la rentabilité des capitaux est infinie. Ouais. Aucun investissement autre que l'immobilier sous levier bancaire à 110% n'offre une rentabilité des capitaux propres infinie. Et c'est ça qui est très important. Tu vois, on parlait au tout départ. On a pris l'exemple des 10 000 euros que tu mettais en crypto. On aurait pu le prendre 100 000 euros et dire les 100 000 euros, on va les mettre exactement comme on a fait. C'est-à-dire, au lieu d'acheter 1 million, on achète 10 millions. Si tu investis à 110 000, à 110%, l'argent que tu fais en immobilier, tu peux le cumuler avec la crypto. Mais Bien par sûr. contre, l'argent que tu mets en crypto, tu ne peux pas t'en servir pour lever de l'immobilier. Tout à fait. Déjà, tu es marqué au fer rouge. Tu es marqué au fer rouge. Par les banques. C'est l'épargne que tu dois faire disparaître. C'est rédhibitoire. En fait, c'est un peu... C'est éliminatoire. C'est l'ancien d'office. monde. C'est l'ancien monde bancaire qui, peut-être dans 10 ans, ils se Mais mettront... tu vois, alors... peut-être un peu moins, ça va beaucoup plus vite aujourd'hui. Mais... Tu vois, ce qui me fait un petit peu rire dans cette affaire de Nouveau Monde, parce que on a l'impression que, OK, il y a la digitalisation, il y a l'intelligence artificielle, il y a la crypto-monnaie, mais quand même, évidemment, ça va jouer demain, mais quand même, le poids de cette économie dans le PIB mondial est encore anecdotique. Et la question est que est-ce qu'on va être simplement sur des stratégies basées sur l'espoir de faire partie des gagnants, un peu du loto? Ça me fait penser à l'éclatement de la bulle Internet dans les années 2000. Est-ce que tu vas aller uniquement espérer, ou est-ce que pour l'instant, et l'idéal étant de faire les deux, comme tu l'as souligné tout à l'heure, ou est-ce que pour l'instant, tu vas aller te frotter à l'économie réelle qui produit la majorité des gisements de valeur ajoutée? Donc en fait, il y a ce côté, si tu veux, ce que tu disais au début qui est intéressant, c'est que moi, j'observe une radicalité et tu le vois dans les commentaires, c'est... on va le voir, là, voilà, on va se faire démonter. C'est BTC et le reste, c'est de la merde, et t'as rien compris, etc., etc. Mais pour l'instant, l'immobilier, c'est un pilier d'enrichissement majeur. Le levier bancaire, c'est 95% de l'argent en circulation dans une économie. Et j'ai envie de te dire, comparons les masses monétaires type M2, monnaie scripturale au niveau mondial, c'est un peu technique, avec la capitalisation boursière du BTC. J'ai envie de te dire, c'est pas tout à fait le même poids. Tu dis, c'est infiniment plus gros. Tu regardes tout l'argent qui circule au niveau mondial, tu le compares avec la valeur du BTC. D'accord. Ah, ok. J'ai pas le chiffre, mais... Je pense qu'ils ont atteint 4 trilliards. Là je crois que tu es à 2000 milliards pour non, 4000. Ah, tu es à 4000, ça a augmenté, mais je vais te dire ça.
J'ai mis mon journal. Donc, opposer les méthodes d'enrichissement, c'est dommage parce que ça vous fait oublier des outils complémentaires d'enrichissement qui sont beaucoup plus certains. Et la personne à qui je fais référence, je lui ai dit, voilà, c'est très simple. Alors, même si on ne met pas d'apport, il y a une stratégie à déployer quand même pour le profil emprunteur. Alors, j'ai le chiffre, si tu veux que je te le donne. C'est assez intéressant. Dis-moi. La capitalisation totale du BTC, c'est 1280 milliards de dollars. D'accord. La masse monétaire mondiale, juste la partie M2, on est à 100 000 milliards. Donc le BTC représente grosso modo 1% de l'argent qui circule au niveau mondial. D'accord. 1%. Donc la question... En sachant également que la crypto est aussi concentrée parce que tu as des... Non mais le BTC est le poids lourd. Oui. Non mais même le BTC, tu as par exemple le MicroStrategy. Non mais alors, ce qui est important, tu vois, alors c'est 1,35% de la liquidité mondiale, et pour être très précis. La question c'est, est-ce que tu as envie de te concentrer sur une miette ou sur l'immensité du gâteau monétaire Pour la dériver. Comment ? Pour faire une procédure de dérivation, comme tu as mis à le dire. Voilà, mais l'idée c'est, tu as un gâteau qui pèse 100 000 milliards. Est-ce que tu préfères te concentrer sur ce gâteau-là ou aller te concentrer sur 1,35 ? Attention, je ne dis pas que le BTC, c'est de la merde. Je dis que dans une chronologie, dans un processus d'enrichissement à l'échelle individuelle, on analyse là où est l'argent. Et évidemment, ça n'empêche pas de faire les deux. Mais je préfère, pour l'instant, mettre mes forces dans la captation de la circulation de la monnaie dont l'origine est le crédit. Et l'origine du crédit, quand on va dans le détail, en tout cas pour la France, 45% du crédit provient du crédit immobilier. Donc 45% de l'argent qui circule dans une économie, la liquidité provient de l'immobilier, du crédit immobilier. Donc tu vois, quand on analyse les choses, on a l'impression que le BTC est totalement roi, il domine la planète entière, l'économie mondiale, et que l'ancien monde, finalement, qui pèse encore 99% du gâteau, est totalement en déclin, mort, etc. Tu sais, c'est l'anecdote que j'avais prise, c'est un peu comme la France coule, l'Occident ne pèse plus rien, alors que l'Occident, c'est 60% du PIB mondial et 60-70% des dépenses militaires, etc. Donc voilà, c'était pour compléter un peu tes propos. Donc quand tu t'intéresses aux valeurs absolues, aux valeurs relatives, tu t'aperçois que le BTC, ça pèse rien du tout dans l'économie mondiale. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce point ? Je suis totalement d'accord avec toi. Ça me fait plaisir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut l'exclure. Alors, juste un truc, en plus, c'est la définition même du BTC, qui est basée sur la rareté. Alors, la rareté est une conséquence du quota des 21 millions. Après, évidemment, la valeur globale peut augmenter si la valeur individuelle du BTC explose. Mais même si on part, on va dire 1 million. Tu vois, c'est un exercice intéressant. 1 million. Le BTC a 1 million de dollars. Donc, ça fait quoi ? Ça fait x10. Admettons que la masse monétaire, le pognon qui circule au niveau planétaire est le même. Donc, tu fais x10. Donc, tu es à quoi ? Tu es à 10, 12, 13%. Mais tu es encore à des années-lumière des 87, 90% du pognon qui circule en Occident, en Chine, etc. Donc tu vois, ça permet de se dire, OK, quelles sont les probabilités que je puisse m'enrichir sur là où est l'argent. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas t'enrichir avec le BTC, attention. Après, il y a la notion de capital. Maintenant, si tu es intervenu en 2011, 2012, 2013, ce qui est le cas de peu de monde, c'est totalement différent. Mais aujourd'hui, on démarre une stratégie ex nihilo d'enrichissement, c'est-à-dire à partir de rien. L'argent est dans le crédit, la monnaie est dans... Tu as 100 000 euros. Dans la fiat, dans la monnaie fiat. Tu as 100 000 euros, tu veux le transformer en 5 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il faut faire x50. x50, c'est-à-dire qu'il faut que le Bitcoin passe à 5 millions. Tu as plus de chances de le faire avec le levier bancaire. Tu as plus de chances de te lever. Alors, une petite nuance quand même. Il y a la notion quand même d'actif net et d'actif brut. Oui, mais le net découle du brut.
Tout à fait. Mais sur 10 ans. Sur 10 ans, tu amortis du capital. Sur 10 ans, sur 10 millions financés. Tu amortis 500 000 euros par an linéaire. Voilà, donc ça fait 5 millions. Ça fait 5 millions. Si Tout tu mets fait. 100 000 sur de la Tout à crypto, fait. Et, il faut qu'il fasse x50. et le critère, tu vois, là je rebondis sur ce que tu dis, ce critère est très important pour moi, le niveau de sûreté. Et je vais paraphraser Michael Douglas dans Gordon Gekko en 87 dans Wall Street. Je parie quand je suis sûr et certain. Donc, Mais ça va être la notion de risque. non, mais alors tu as la notion de risque, mais il y a le côté, est-ce qu'on est sur de l'aléatoire? On est sur du spéculatif. Le BTC est hautement spéculatif. Va le devenir moins en moins. Oui, mais aujourd'hui, depuis le début d'année, il a pris 25%. Il va te faire des pointes à 100%, machin, etc. Donc, je parie quand je suis certain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je recherche un niveau de sûreté extrêmement élevé. Et là-dessus, l'immobilier. Alors, pourquoi est-ce que les banques ont beaucoup d'appétence sur l'immobilier, sur le financement immobilier? Parce qu'on a un niveau de sûreté qui est extrêmement élevé. On a une immobilisation corporelle. On a un bien qui est tangible, qui correspond à un besoin primaire. Et on a une caractéristique, une spécificité française. Les marchés sont ultra stables. On n'est pas à Miami ici. Et ouais, et ça vient du système, en Espagne. Du système bancaire français. Et de l'appétence des Français pour l'immobilier. Et tu as parlé de la notion de risque qui est très intéressante. Le risque de la crypto doit être pris en compte versus l'immobilier. Tu vois, par exemple, on a dit de 100 000 à 5 millions. C'est-à-dire, tu as 100 000 euros d'épargne aujourd'hui, tu veux le transformer en 5 millions. Quelle est ta chance, quelle est la probabilité que si tu lèves 10 millions d'euros, dans 10 ans, ça vaille toujours 10 millions d'euros? Tu vois, aucune plus-value. Elle est supérieure à 90%. En fait, tu vois, les probabilités, statistiquement, c'est... tu as un économiste français qui s'appelle, je crois que c'est Jacques Frigide, qui fait des courbes de Frigide depuis un certain nombre d'années, qui te montre finalement que l'immobilier n'a cessé d'augmenter à long terme. On a, et on le voit énormément en ce moment, on a beaucoup de tensions sur le marché locatif. On a beaucoup de gens qui essayent de se loger. C'est une conséquence également du rationnement du crédit. Lorsque les gens, je parle de locataires, n'arrivent pas à acheter, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent et donc ça fait monter les lois. Voilà, lorsque tu as 50% de divorces à Paris, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il y avait besoin d'un appartement, il en faut deux, etc. etc. Donc, alors on peut se dire des machines humanoïdes vont fabriquer des maisons. Un appartement haussmannien en hypercentre de Paris, c'est un appartement haussmannien en hypercentre de Paris qui a une valeur également touristique, qui a un emplacement, le machin, etc. Mais tu vois, l'interrogation, elle est quand même hyper intéressante à se poser dans quelle est la synchronisation dans les processus d'enrichissement, principe d'effectuation, c'est quoi qui est à ta disposition? Et ça, il faut se poser ces questions-là. Est-ce que tu veux jouer à la roulette russe? Ou est-ce que tu veux tirer la fléchette? C'est pas la roulette russe. C'est en fait, et ça c'est très important, c'est ce que j'ai dit sur les 100 000 euros. Je ne suis pas dans une conception de placer 10 millions d'euros. C'est important de le préciser parce que, par exemple, si j'avais hérité de 10 millions d'euros, est-ce que je le placerais dans l'immobilier? Une poche. Mais une poche équivalente à la crypto. On ne parle pas de ça. On parle de gens qui... Voilà, on parle de bâtir. Alors, tu as rarement un gars qui est déjà à 10M qui vient te mettre un commentaire pour te dire la crypto, c'est mieux. Non, là, tu es dans l'illusion de l'enrichissement facile, rapide. Tu es dans l'illusion de... Et tu ne sais pas ce que c'est que des capitaux propres. Je ne parle pas de toi, je parle de la personne. Et dans l'illusion de... Ouais, c'est 100 fois mieux que ton truc, l'ancien monde. C'est la phase 1, processus d'enrichissement. C'est quoi les outils mis à ta disposition? Levier bancaire, spéculation. Tu sais, moi, ça me fait rire quand je vois les gens là avec leurs courbes, leurs machins. Moi, j'y comprends rien. J'ai une formation d'économiste. Sur l'analyse technique, je n'y comprends rien. Et je me dis, attends, tu as des abrutis qui ont arrêté l'école en 6e, qui te font des cours sur Internet en t'expliquant. Non, attends, je ne suis pas un spécialiste des BTC. Personne ne peut prévoir à quel prix il sera. Ça, c'est pas possible. La plupart des gens n'anticipent pas la psychologie des masses. C'est simple, ça ne s'anticipe pas.
sauf si tu es à l'origine d'une manipulation des cours. Et que là, tu peux aujourd'hui est beaucoup plus difficile parce que la masse est beaucoup plus lourde. Il n'y a aucun acteur. C'était Oussama Hamar qui avait dit qu'aujourd'hui, les détenteurs, même un énorme détenteur, et ce qui va entraîner de la stabilité sur le Bitcoin et plus de confiance, il me semble que c'est Oussama Hamar qui avait dit que même aujourd'hui, un MicroStrategy ne pouvait pas influer le cours du Bitcoin. Alors qu'ils en ont 500 000. Ouais, 500 ou 600 000, parce que c'est trop éclaté et ça va être ça. Mais il faut parler de la notion de risque. Si demain, quelqu'un qui va mettre 100 000 euros dans du levier bancaire ne va pas partir avec 0 euros. Même si ton immeuble est squatté, tu as une GLI pour ça. Tu ne peux pas comparer en fait ces deux actifs parce que y en a un quand même qui ressemble plus au casino que l'autre qui demande des compétences. Je parle bien d'un investisseur type signe noir. Non, c'est qu'il y en a un, il y a un dogme. Il y a un dogme sur la crypto. Il y a une espérance collective, j'ai l'impression. Je dirais qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ça et c'est tout à leur honneur. Il y a pas un mouvement, mais quelque chose qui fait qu'ils se comprennent que ça représente en fait pas le nouveau monde, mais ça représente tout ce qui a été mal fait avant. Ça a lutté contre tout ce qui avait été mal fait avant. Et sur ça, ce dogmatisme a une importance. C'est une force et une faiblesse pour les gens. Et j'en connais plusieurs exemples. Ça veut dire qu'ils ont une force, ils croient tellement dans la chose qu'ils hold, c'est-à-dire qu'ils gardent leur position, même s'ils sont à plus de 100%. Mais que d'un autre côté, lorsqu'ils font un exit, ils vont tout remettre sur de la crypto et là passer de 10 à 2. Et en crypto, alors pas sur du Bitcoin, mais sur la crypto, tu peux passer de 2 à 10, mais tu peux passer également de 10 à 2. En immobilier, passer de 10 à 2. Il faudrait que ton immeuble brûle et que tu n'as pas été assuré en fait. Que tu es. Ouais. Et encore. Une guerre. Il y a des risques, il y a des assurances pour ça. Sauf que les assurances ne couvrent pas les risques de guerre. Ah, ok. C'est des exceptions, tu sais, catastrophes naturelles. Non, c'est pas un cas de force majeure, c'est encore autre chose. Non, c'est exclu, zone de guerre et tout ça. Mais on le voit par exemple, et tu sais, je l'avais évoqué sur quelqu'un que je connaissais de très proche, et donc je sais que c'est pas du storytelling ou de la fabulation, qui avait un appartement à Kiev malgré la guerre. Et malgré la guerre, elle avait acheté avant la guerre, revendu en plein milieu de la guerre. Et malgré tout, il y avait une plus-value sur un pays pilonné, sur un pays qui prend des missiles. Et sur c'est assez marrant parce que des missiles qui s'écrasent sur des immeubles, ça fait quoi d'un point de vue économique ? C'est-à-dire un missile russe qui s'éclate sur une tour d'habitation. Ça fait quoi dans un deuxième temps? De la reconstruction? Ça fait de la reconstruction, mais ça fait quoi? Ça fait une pénurie de logements. Ouais, alors c'est un peu cynique, mais... C'est un peu cynique, mais c'est mathématiquement. Si demain on te rase la moitié de Paris, l'autre moitié va coûter plus cher. Bah oui. Alors, sauf si la moitié rasée a un impact sur l'homogénéité. Mais tu vois, l'idée, c'est... moi, j'ai rien contre le BTC. Évidemment, je n'oppose jamais les classes d'actifs. Et tu voulais mettre sur de la crypto? Ouais, mais je voulais, en plus, machin. Mais tu vois, moi, dans mon allocation du capital, et j'ose le dire, je n'ai pas l'argent pour investir. En fait, je suis en flux tendu en permanence parce que j'investis dans des opérations en permanence. Donc aujourd'hui, j'estime que ma meilleure allocation du capital, elle est sur l'immobilier. Moi, je pense que tu vas bientôt investir en crypto. Alors, parce que tu vas revendre la Porsche. Non, ça n'a rien à voir. Non, moi, j'aimerais bien que le BTC, par exemple, je ne sais pas si Binance fait faillite, que le BTC s'écroule à 20 000, tu vois, là, je rentre. Non, mais là, les gens vont rigoler. C'est possible ou pas? Non. Binance fait faillite, il n'y a pas d'impact sur le... Oui, mais pas à ce point. Ça, on n'en sait rien. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est... FTX, c'est ce qui s'est passé, on était à 50-60 000. Oui, aujourd'hui, je ne pense pas. Et là... J'y connais rien, moi. Ce que je veux dire, c'est que... Mais tu vois, je me souviens d'une personne qui m'avait dit « rachète » juste après la faillite de FTX.
Il m'avait dit, pas rachète. Oui, racheter parce que j'en avais déjà acheté. Il était quoi, un peu moins de 20 000? Il était descendu à 16-17 000? Ouais, c'est ça. Et tu vois, il me dit, ne te mets pas une barrière que tout le monde se met, le 15 000. Rachète maintenant parce que ça descendra pas plus bas. Et c'est quelqu'un, je le salue, il est auditeur du podcast, il vit en Andorre, il se reconnaîtra, et pour des raisons de sécurité pour les personnes, je n'aime pas dire le nom, notamment quand il y a la crypto. Et ça redescendra pas à ce niveau-là. Mais moi, ça je dis qu'on n'en sait rien. Oui, mais si tu attends, Non, j'attends rien, moi, en fait. Je suis pas dans une position d'attente. Et sur le long terme, ça je dis que c'est une diversification qui est intéressante, mais dans l'allocation de mon capital, aujourd'hui, et j'aime pas trop cette expression par rapport à tout ce qu'elle implique en termes de psychologie de gratification, mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Oui, et tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Demain, si tu gagnais 10 millions au loto, d'accord, je dirais que mettre sur la crypto est indispensable. C'est une classe d'actifs indispensable. Et pas de mettre... comme la bourse. Comme la bourse, pas de mettre 50%, mais de mettre une poche de liquidité sur la crypto, centralisée sur le Bitcoin, est strictement indispensable. Tu vois, j'ai un de mes clients qui m'a parlé de micro-stratégie. Il était à mon mastermind. On le salue au passage. Ouais, on le salue au passage. Un autre de mes clients a suivi ses conseils et a acheté à 200 l'action. Lui, il est rentré avant qu'il refasse une action à l'équivalent, on va dire, de $15. Donc, tu vois, ça fait quand même pas mal d'argent sur un portefeuille à 400 000, je crois, initial. Donc, aujourd'hui, ça vaut peut-être 6, 7, 8. Là, j'ai vu, ça avait l'air intéressante. La stratégie a l'air pertinente. La stratégie de micro-stratégie. C'est un ETF, c'est l'équivalent d'un ETF Bitcoin. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'amplificateur. Comme tout ETF. Comme il y a du... Non, c'est pas un ETF, micro-stratégie. Oui, mais ils achètent du BTC avec du levier. Si tu veux, c'est comme un ETF. Oui, ça suit la trajectoire. Voilà, c'est un peu comme si demain tu veux un ETF luxe, tu n'as qu'à acheter LVMH, tu vois. Ouais, et du coup, ça c'était en novembre. Je crois qu'on était aux alentours de 200. Et là, j'ai regardé il n'y a pas longtemps. De mémoire, on était à 450. 450. 450. Donc c'est vrai que tu dis, bon, tu vois, j'avais 1 million d'euros en compte à terme qui rapportait des cacahuètes. Mais le problème, c'est que je préparais des achats. Et je travaillais mon scoring bancaire. Donc c'est vrai que je me dis, ben tiens, si je les avais mis et que là, je fais x2, c'est tentant. Tu fais 1 million sans effort. C'est vraiment un ordre de bourse. C'est hyper tentant, mais atteinte du capital optimal non effectué, toujours dans le processus d'enrichissement, niveau de sûreté, j'en sais rien, faible, pas faible, machin, pas très élevé. Tu fais un arbitrage. C'est là où tu remets en fait du contexte par rapport à ta situation personnelle. Tu es dans le palier 1 ou tu es déjà dans le palier 2, tu as déjà les 10 SEM, etc. Et c'est là où la conversation elle est intéressante parce que ça nous permet de tirer des paramètres et de paramétrer ta stratégie en disant où c'est que tu en es. Et façon de parler, quand je dis jouer à la roulette russe, tu vois, c'est des expressions. Oui, mais c'est le côté aléatoire. Et si je pouvais, si j'avais eu 500K, et en plus à l'époque, je t'en avais parlé, tu te rappelles, je t'avais dit, je mettrais bien 500K, machin, etc. Les 500K, on était à combien quand j'en parlais? On devait être à 20-30, quelque chose comme ça. Ouais. Ça aurait fait quoi là? 2 millions, 2 millions 5? Tu aurais fait x4. 2 millions? 2 millions. C'est hyper intéressant. Mais la seule différence, grâce au capital que tu avais. Attention, mais la différence, c'est que ma progression en actif net, entre ce que j'avais dit à l'époque et aujourd'hui, sans le BTC, elle est beaucoup plus importante. Elle est beaucoup plus importante que si tu avais mis sur le BTC. Oui, tout à fait. Donc, comme quoi... mais il manquait 500 de RAB. Il manquait 500 de RAB. Voilà. Est-ce que tu as des choses à... Sur la notion de risque, moi j'aime bien dire, c'est qu'on n'investit pas 1 million d'euros comme on investit également 1 000 euros. La perte acceptable, demain tu as un patrimoine à 1 million,
Tu as 1 million de liquidités, tu ne vas pas les placer entièrement sur ça. Tu as 10 millions, si tu les places entièrement sur ça, tu es fou furieux. Et aujourd'hui, il faut diversifier lorsque tu as un capital, mais il faut atteindre ce capital. Et si tu veux atteindre ce capital d'une façon optimale, tu as l'entrepreneuriat, qui est un moyen, tu as l'immobilier, tu as la crypto, tu as la bourse. La bourse, on en parlera dans les intérêts composés versus l'effet de levier. La bourse, tu commences avec 100 000 balles. Avant que tu aies 5 millions, tu as intérêt d'être Warren Buffett. Ouais. Alors, il y a un avantage, tu parlais de risque, il y a un avantage de l'immobilier par rapport à la crypto, c'est qu'avec l'immobilier, tu risques pas de te faire kidnapper. Parce qu'on va pas te kidnapper pour exiger ton immeuble. Non, mais c'est quand même assez confortable. Ça dépend. Ça dépend quoi? Si tu as un agent de sécurité? Non, pas du tout. Ça dépend. Si on te vole ta SCI. Ah oui. Si Hakim a décidé de récupérer ton immeuble. Ah oui, il a dit que le patrimoine des Français est en danger. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Moi, je dirais qu'en conclusion, créer un capital n'est pas administrer un capital. Et qu'il vaut mieux se concentrer sur l'effet de levier le plus puissant. Et tu vois, j'avais fait le calcul. J'avais fait le calcul, et ça peut intéresser les gens. Fouad connaît les montants, connaît la rémunération et connaît le coût de l'opération. Pour générer la même chose que je peux générer avec l'effet de levier, avec une certitude supérieure à 90%, il faudrait que, si je mettais la même somme sur Bitcoin, il faudrait qu'il monte à plus de 900 000 euros ou dollars d'ici les 7-8 prochaines années. Donc, si je pensais avec certitude que ça allait monter à ce niveau-là, je le mettrais en crypto. Personnellement, je préfère miser sur un 90% de chance, supérieur à 90% de chance, et donc miser sur l'effet de levier pour se créer ce capital, ce qui ne m'empêchera pas ensuite de mettre sur la crypto. Pour conclure, je dirais que le levier bancaire, l'effet de levier, est l'outil des pauvres qui permet de s'enrichir ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Donc si vous n'avez pas le capital, et pourtant on est écouté par la SASP plutôt plus, si vous n'avez pas le capital en millions d'euros, concentrez-vous déjà sur créer ce capital. Créer ce capital avec les outils dont dispose l'investisseur et l'outil dont dispose la France, puisque la France est un paradis bancaire. Concentrez-vous déjà sur l'utilisation de cet outil qui, quand on est formé, n'exige pas d'apport, pas d'argent, contrairement à d'autres actifs qui exigent de mettre un apport. Va demander à Binance de te prêter 1 million de Bitcoin, 10 millions de Bitcoin, sans rien mettre en face, avec un compte à zéro. Sans collatéral. Et sans collatéral. Alors, tu vois, je rebondis et ça sera ma conclusion. Ce qui est hyper intéressant en immobilier, c'est que la garantie est parfois soit une société de cautionnement, c'est-à-dire un tiers, soit l'immeuble lui-même. C'est-à-dire que l'immeuble lui-même, l'objet du financement, est lui-même la garantie du financement. Donc, c'est quand même intéressant parce que derrière, on voit que ça, ce n'est pas duplicable dans d'autres domaines. Merci Fouad. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand et à utiliser et abuser du levier bancaire français. C'était Hugo qui a décidé l'IMO au Bitcoin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, ciao.